Bienvenue pour ce L-Active Digital. Et pour ce webinaire dédié à l'affirmation de soi, nous sommes avec Morgane Joulou. Bonjour Morgane. Bonjour. Vous êtes donc DRH Marketing Grand Public chez L'Oréal France et vous allez nous expliquer aujourd'hui comment émerger sur les réseaux sociaux. Alors on imagine, en tant que DRH, vous faites particulièrement attention aux réseaux sociaux professionnels. Évidemment, en tant que DRH, c'est hyper important aujourd'hui d'être présent sur les réseaux sociaux professionnels parce que quelques petits indicateurs pour avoir une idée, 80% des recrutements aujourd'hui sur tous les offres d'emploi se font sur les réseaux sociaux professionnels et ça va même jusqu'à 95% pour les cadres. Donc on est présent, les RH, sur d'abord nos sites carrières. Si je prends l'exemple de L'Oréal, on a un site carrière où on reçoit des CV en réactif, mais de plus en plus nos recruteurs sont proactifs et vont sur les réseaux sociaux, que ce soit LinkedIn, Viadeo, qui sont des réseaux sociaux professionnels, des plateformes de job posting comme Indeed, Cadre Emploi, APEC, Pôle Emploi, mais aussi de plus en plus, on va sur des réseaux sociaux dont la fonction première n'est pas d'être un réseau social professionnel, type Instagram, des blogs et des podcasts. Pourquoi on fait ça? Parce que si je prends l'exemple de L'Oréal, on est une entreprise pionnier sur la beauty tech. C'est très important pour nous de parler à nos consommateurs qui sont de plus en plus sur les réseaux sociaux. Donc on fait du marketing sur les réseaux sociaux, on prend la parole, on fait la promotion de nos produits. Donc on multiplie ces points de contact et si le marketing fait ça, nous RH, on se doit aussi de parler à nos consommateurs et potentiellement à nos futurs talents sur ces réseaux-là. De plus, on trouve que les réseaux sociaux sont une formidable opportunité d'avoir un vivier plus large, j'allais dire, de candidats, de découvrir plus de choses et finalement de trouver des profils plus issus de la diversité, plus inclusifs, qui sont hyper importants pour nous, qui avons des marques très engagées sur des sujets sociétaux. Enfin, avant d'aller plus loin, je pense que c'est hyper important de supprimer, j'allais dire, et de démystifier ce mythe du RH qui va sur les réseaux sociaux pour chercher une photo de soirée d'un candidat et l'utiliser pour faire une décision. En tout cas, ça n'a pas sa place chez L'Oréal. On est des professionnels du recrutement comme l'extrême majorité des recruteurs sur le marché de l'emploi et c'est une pratique qui n'a pas coutume et qui n'existe en tout cas pas chez nous. Et alors, selon sa profession, selon son statut, est-ce qu'il faut viser des réseaux sociaux différents, adaptés à ce statut, justement? Alors, effectivement, on a des réseaux sociaux qui sont plutôt pour les cadres, même si, on va dire, ça se démocratise de plus en plus, type LinkedIn, Viadeo. Après, on a des plateformes de job posting plus pour les non-cadres de type Indeed, Pôle Emploi. Ce qui est très important aussi, c'est en fonction du type d'emploi qu'on peut rechercher, il y a des plateformes de job posting spécialisées. Je prends l'exemple, si je travaille dans l'informatique, lesjeudis.com, Choose My Boss sont des plateformes d'échange avec les recruteurs très connus dans ce milieu-là. Si vous travaillez dans les métiers de la mode, vous avez des plateformes comme Fashion Job ou Hôtel-Restauration, vous avez d'autres plateformes. Donc il faut cibler, j'allais dire, les plateformes en fonction de notre typologie de profil de chaque candidat. Et est-ce que ce ciblage, il se fait aussi avec les posts que l'on publie? Est-ce qu'il est nécessaire finalement de communiquer selon une cible choisie dans son secteur? Tout à fait, Flavie. En fait, vous avez tout un travail en amont préparatoire avant de vous lancer, j'allais dire, tête baissée dans la recherche d'emploi. En amont, c'est de se dire quel est le type d'entreprise que je choisis. Est-ce que c'est un grand groupe? Est-ce que c'est une PME? Est-ce que c'est une start-up? Au-delà des réseaux sociaux professionnels classiques, c'est de se dire cette entreprise-là, où est-ce qu'elle prend la parole sur les réseaux sociaux? Comment je peux mailler avec elle? Et après, une fois que le contact est établi, que le CV professionnel est envoyé, est-ce que j'ai un intérêt à partager davantage de choses auprès de cette entreprise? Ce qui est hyper important, c'est que quand on développe, on va dire, son image sur les réseaux sociaux, c'est pas un travail en une fois lors de la recherche d'emploi, c'est quelque chose qui doit se faire sur le long terme. Donc c'est très important de cultiver son image et de la développer et pas uniquement lorsque l'on est en recherche d'emploi. Et quand on est sur LinkedIn, par exemple, et qu'on veut contacter une entreprise, vous dites que ce n'est pas forcément idéal d'écrire au profil le plus élevé dans la hiérarchie
Et d'ailleurs, vous-même, vous recevez parfois jusqu'à 15 candidatures par jour. Oui, exactement. On a une tendance à se dire, je vais essayer d'avoir le top management, d'avoir les personnes les plus hauts dans la hiérarchie parce qu'elles sont décisionnaires. Or, ce n'est pas leur métier de recruter, ce n'est pas leur fonction première. Donc, le conseil que j'ai à donner à tout le monde, c'est vraiment, si vous voulez prendre contact avec les entreprises, prenez contact avec les recruteurs parce que leur métier, c'est de recruter. Ils passent donc la majorité de leur temps à le faire, là où un DRH, un directeur de projet, un directeur financier ne passe pas son temps à recruter, donc malheureusement, il n'aura pas forcément l'occasion de vous répondre. Et en plus, on est souvent sursollicité. D'ailleurs, voilà, moi, je peux m'excuser aussi de ne pas répondre à tout le monde parce qu'on est très sollicité. Donc, le conseil premier, c'est adressez-vous aux recruteurs, c'est leur job, et ils vous contacteront une fois que vous avez envoyé un message sur les réseaux sociaux. Alors, aujourd'hui, on parle beaucoup de réseaux sociaux avec vous, évidemment, mais ça reste intéressant finalement de passer offline et de rencontrer directement les professionnels dans la vraie vie. Tout à fait. Alors malheureusement, le contexte sanitaire fait que on n'a pas tellement d'événements en physique, donc j'allais dire ça ne s'y prête pas tellement, mais c'est un point de contact essentiel de participer en fonction, j'allais dire, de sa spécialité à des événements, à des colloques. C'est développer son réseau offline, j'ai envie de dire physique. Par exemple, si je travaille dans le secteur bancaire, il y a beaucoup d'événements sur le secteur bancaire et je vais aller nouer contact avec des professionnels et dire, par exemple, sur un sujet d'actualité, comment les banques accompagnent les PME durant la situation Covid. Si je suis pâtissier, je vais peut-être aller à un concours de pâtisserie et me renseigner, échanger avec ces professionnels-là. Moi, si je prends mon expérience professionnelle, la manière dont j'ai rejoint L'Oréal, ça s'est fait sur un colloque sur la transformation digitale dans l'entreprise, où j'intervenais à ce moment-là. J'ai rencontré lors du cocktail des gens qui travaillaient chez L'Oréal. On a gardé le contact pendant plus d'1 an et finalement, ça s'est fait comme ça, assez naturellement. Donc, 2 conseils par rapport à ça. Le premier, c'est pas être trop demandeur d'emploi et nouer le contact sur je recherche un emploi, c'est plutôt d'engager une conversation sur les sujets professionnels que vous avez en commun avec la personne. Et si la magie opère, j'allais dire c'est presque dans le sens inverse, c'est le professionnel qui va vous dire c'est très intéressant ce que vous dites et j'aimerais en discuter parce qu'on pourra avoir des opportunités au sein de notre entreprise. Et là, c'est le pari gagnant. Et donc pour revenir aux réseaux sociaux, quelles sont les clés selon vous pour bien se présenter sur ces derniers et quelles sont au contraire les choses à éviter sur vos profils? Alors les réseaux sociaux, je vais vous donner quelques petits conseils à appliquer, tout dépend du réseau social choisi. Si je prends le plus connu, LinkedIn, mais aussi Viadeo, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en moyenne, un recruteur sur un profil LinkedIn Viadeo, donc sur un CV en ligne, passe 45 secondes. Donc il faut qu'au premier coup d'œil, ils comprennent votre métier, ce que vous faites et quel job vous cherchez. Donc le premier conseil, c'est un titre de poste parlant. Évitez les acronymes propres à l'entreprise qui ne parlent pas à tout le monde, mais utilisez plutôt pour décrire votre fonction un job générique qui parle à tout le monde. Dans mon cas, directeur des ressources humaines, c'est très parlant. Le deuxième point, c'est avant d'entrer dans la description détaillée des missions, essayez en 2 lignes de marquer ce que vous faites. Comme ça, votre fonctionnalité première, et ça sera très explicite pour le recruteur, et c'est ensuite que vous pourrez mettre vraiment le détail de vos missions si le recruteur a envie d'approfondir. Un conseil, parce que je le vois encore trop souvent, une photo de profil sobre, pas la photo en mariage, en soirée, avec un verre à la main. On le voit vraiment encore trop souvent sur les CV ou sur les réseaux sociaux professionnels. La sobriété, voilà, c'est ce qui paye. Et après, sur LinkedIn, vous pouvez, si vous le désirez, lier d'autres réseaux professionnels ou personnels sur lesquels vous êtes, type Twitter, Instagram. Maintenant, si je prends d'autres réseaux sociaux moins connus, dans une pratique professionnelle, j'ai Twitter par exemple, libre à vous de dire, ben voilà, je
je partage de l'information, je prends la parole, je donne mon opinion sur certains sujets. Je suis dans une association, je vais faire des tweets au sujet de cette association. On peut mixer habilement vie professionnelle, vie personnelle. On a aussi Instagram, c'est plus original, mais en tout cas, voilà, au-delà de mettre des jolies photos sur Instagram, par exemple, si je prends l'exemple de nos équipes marketing, on a un de nos collaborateurs qui est influenceur, qui fait du placement de produits. J'ai un autre collaborateur qui adore cuisiner, qui met en photo des très belles photos de plats qu'il cuisine. Alors vous allez me dire, mais pourquoi? Moi, c'est important en tant que DRH, par exemple, du marketing, de voir ces personnes qui ont une capacité à raconter leur vie, mettre en lumière et mettre toute une intelligence dans la manière dont ils racontent leur passion. Et finalement, les compétences professionnelles vont évidemment être la grande majorité du choix du recruteur, mais ces petites choses-là vont être vraiment un plus pour nous dans l'appréciation globale du profil. Et après, il y a d'autres sujets type blog spécialisé. Par exemple, moi j'ai vu un consultant informatique qui travaillait, donc qui faisait des interventions à l'école 42 et qui était dans une association pour promouvoir les métiers de l'informatique et du développement auprès des femmes. Moi, je trouve que c'était une belle cause et forcément, c'est toujours un plus. Ou des personnes vraiment qui prennent des podcasts sur les réseaux sociaux. J'avais une candidate, une directrice de la communication qui s'engageait et qui faisait des podcasts pour les jeunes mamans célibataires. Et forcément, si je prends nos marques comme L'Oréal Paris, ben moi, ça me parle tout de suite. Donc, c'est vraiment un plus de proposer ça aussi aux recruteurs. Et au-delà de l'objectif poursuivi d'expérience professionnelle, de recrutement, comment est-ce qu'on arrive à se mettre en avant réellement sur les réseaux sociaux? Parce que les choses ont beaucoup changé et que finalement, il ne s'agit pas justement d'exposer ses centres d'intérêt. Alors, c'est assez marrant parce que historiquement, et on l'a toujours d'ailleurs sur le CV, on a des centres d'intérêt, donc c'est la rubrique centre d'intérêt, où parfois on y met des choses intéressantes, parfois pour un recruteur on y met des choses moins intéressantes, sur le cinéma, sur la lecture. Et finalement, les réseaux sociaux, c'est une manière de dématérialiser ça et de le mettre en lumière. Typiquement, dans un CV, je pourrais mettre j'adore les voyages, je suis un grand fan de la culture asiatique, par exemple. Et ben, sur mon compte Instagram, si une fois de plus, je décide de le rendre public, je peux mettre en photo des paysages, des gens que je rencontre, de la culture. Donc c'est finalement juste le prolongement de ce qui est écrit sur le CV. Si je suis passionné de musique, eh ben peut-être que j'ai des vidéos de moi avec mon groupe, avec les morceaux que je fais. Donc, une fois de plus, c'est un autre exemple qui illustre ça. J'ai envie de dire, c'est le prolongement de la dématérialisation du CV. Chez L'Oréal, pourquoi, une fois de plus, on est on trouve ça très intéressant parce qu'on a des marques qui prennent des engagements sociétaux très forts, que ce soit sur l'écologie, sur l'égalité homme-femme, la lutte contre le harcèlement sexuel, si je parle de L'Oréal Paris. Donc nous, avoir des candidats, des talents avec les bonnes compétences pour le job, c'est la condition première, mais avoir des personnes qui s'investissent sur ces causes-là, ça nous permet aussi de venir au sein de l'entreprise des personnes qui vont nous challenger au quotidien dans nos actions et qui vont vraiment prendre la parole et amplifier ces prises de parole-là de nos marques. Donc c'est très important. Et en ce qui concerne nos vies personnelles, la plupart aujourd'hui des gens la mettent en scène. Comment est-ce que vous jugez cela ? Alors, c'est toujours délicat parce que on a pu voir médiatiquement des procès d'entreprises qui malheureusement se servent de données personnelles ou d'avis personnels des collaborateurs sur les réseaux sociaux. Donc on ne va pas rentrer dans ce débat-là. Moi, ce que je dis toujours, c'est que l'entreprise n'a pas utilisé des informations personnelles de ses collaborateurs ou des candidats pour l'évaluation des compétences professionnelles, mais parce que ça n'apporte rien à son activité professionnelle. Donc il ne faut pas être intrusif et maintenant il faut placer le curseur au bon niveau. Alors justement, quels sont vos conseils concernant la vie privée? Comment est-ce qu'on la régule? Comment on choisit ce qu'on poste ou pas finalement? Alors, le conseil, c'est ce que je vous disais avant, il n'y a pas de règle d'or, donc en fait, il n'y a pas de conseil. J'allais dire, le conseil le plus simple, c'est de placer le curseur où vous avez envie de le faire. L'important, c'est d'être à l'aise avec ce que l'on publie. Si je prends mon cas personnel, et après je vais développer cette question, moi je ne suis plus présent sur Facebook, j'ai un compte Instagram totalement privé, vous ne pourrez pas me retrouver sur Instagram, j'ai un compte Twitter public où je mélange tweets
personnelle et professionnelle, mais évidemment, je fais le choix de ne pas étaler ma vie personnelle. Donc, c'est vraiment qu'est-ce que vous avez envie de rendre volontairement public. Finalement, le recruteur, lui, doit évaluer les compétences professionnelles d'un candidat, mais certaines prises de position, il faut faire quand même attention, peut porter atteinte, j'allais dire, à un processus de recrutement. Évidemment, assez logiquement, si je tiens des propos sexistes, racistes ou homophobes publiquement en mon nom sur les réseaux sociaux, ça peut créer un biais. Pourquoi ? Parce que si moi, demain RH, je prends la décision de recruter cette personne, elle peut nuire à l'image de mon entreprise. Donc, voilà, je vais être assez vigilant là-dessus. Et à l'inverse, je l'ai dit tout à l'heure, mais c'est important de le redire, si cette personne va être dans une association auprès des Restos du Cœur, dans une association pour promouvoir l'égalité professionnelle homme-femme, c'est vraiment un plus qu'on va apprécier. Donc le meilleur conseil aussi, si on veut développer un petit peu plus sur sa vie personnelle sur les réseaux sociaux, c'est d'être soi-même, c'est d'être authentique. Pourquoi ? Parce qu'un recruteur, il va le voir si vous n'êtes pas aligné avec ce que vous publiez. Donc ne jouez pas un rôle, soyez vous-même. Et comme ça, quand vous aurez l'entretien physique avec le recruteur, vous serez beaucoup plus à l'aise à raconter vos investissements personnels si vous jugez que c'est un plus dans votre candidature sur le poste pour lequel vous postulez. Par ailleurs, chez L'Oréal, vous avez élaboré une charte de bons usages sur les réseaux sociaux. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce qu'elle contient ? Alors, effectivement, donc, comme je le disais tout à l'heure en donnant des exemples, chez L'Oréal, on a énormément de collaborateurs qui ont décidé, mais librement évidemment, d'avoir une identité publique et un peu plus personnelle sur les réseaux sociaux. Notre charte, évidemment, elle ne leur dit pas ce qu'il faut publier ou ne pas publier, parce qu'il y a quand même un principe qui est la liberté d'expression, et ils ont le droit de prendre parole sur les causes qu'ils ont envie. Maintenant, on leur donne quand même quelques bonnes pratiques. Typiquement, l'exemple premier que l'on regarde, c'est déjà de ne pas dénigrer la marque, parce que c'est nous qui les employons, donc c'est un prérequis, mais de ne pas dénigrer des marques concurrentes, en fait. Ça va dans les deux sens, c'est-à-dire qu'un collaborateur ne devra jamais publiquement, parce qu'il travaille chez L'Oréal, comparer tel produit à un autre produit. C'est quelque chose que nous, on n'accepte pas, qui disent à la fois que notre produit est mieux que l'autre, ou que l'autre produit est mieux. Enfin, voilà, il n'a pas à prendre parti là-dessus. Et une fois de plus, on leur laisse tout ce potentiel de s'exprimer. Je pense que c'est vraiment un plus. On les fait intervenir sur nos marques dans les prises de parole. Donc voilà, chez L'Oréal, on définit un cadre qui est assez large et les collaborateurs sont évidemment tout à fait à l'aise avec ça. Et donc pour résumer tous vos conseils, est-ce que vous pouvez nous les redire en quelques mots pour qu'on s'en rappelle bien ? Très bien. Donc, un premier conseil que je voulais garder pour la fin, c'est finalement mon image sur les réseaux sociaux. Je peux aussi la contrôler et la manière la plus simple de contrôler, c'est de faire ce qu'on appelle un sanity check sur Google. Très simple, je prends mon nom, je prends mon prénom, je le tape sur la barre de recherche Google et je regarde peut-être les deux premières pages de résultats, je regarde les photos, les vidéos pour m'assurer que le contenu qui est mis en avant par le moteur de recherche, je suis à l'aise avec ça et que j'ai pas de mauvaise surprise en me disant tiens, cette photo-là, je la voulais pas, pourquoi elle se retrouve là ? Donc je pense que ce petit contrôle permet d'être tout de suite à l'aise sur ce qui est mis en avant sur les réseaux sociaux. Ensuite, le premier point, donc c'était bien de commencer par identifier les entreprises au sein duquel vous avez envie de travailler, où ces entreprises prennent la parole sur les réseaux sociaux, comment je vais nouer le contact, sur quel canal elles parlent, comment je vais pouvoir vraiment me positionner auprès d'elles. Le deuxième, c'est d'avoir ce que j'appelle moi les basiques du CV en ligne, un profil LinkedIn, un profil Viadeo, être sur les grosses plateformes, Pôle emploi, Indeed, APEC, tout ce qui est plateforme de job posting, job teaser si on est étudiant, qu'on recherche un stage ou un premier emploi. Donc vraiment, ça va juste me donner de la visibilité auprès de l'ensemble des recruteurs. Le troisième point, c'est vraiment par rapport aux réseaux sociaux qui peut être un peu moins non professionnel, c'est se poser la question de est-ce que j'ai envie de dévoiler un peu plus de ma vie personnelle, de mes centres d'intérêt ?
Donc déjà, être hyper à l'aise avec ça. Est-ce que c'est un intérêt pour le recruteur sur mon CV, et même mon CV papier, de mettre mon compte Twitter, mon compte Instagram, vraiment se poser cette question-là. Quel est l'intérêt? En quoi ça va être un plus pour ma candidature? Et vraiment, le dernier point, c'est, une fois de plus, soyez vous-même. En fait, le CV, qu'il soit offline, online, ou ce que vous avez envie de mettre sur les réseaux sociaux, ça doit être juste refléter votre image, qui vous êtes, quelles sont vos compétences professionnelles, quelles sont vos compétences en termes de posture, de ce qu'on appelle chez les recruteurs des soft skills, voilà, et hyper important de montrer tout ça parce que plus vous êtes aligné, plus vous avez confiance en soi, plus vous êtes à l'aise avec le CV, plus ça se montrera en entretien et plus vous aurez de la chance et de la réussite dans vos entretiens professionnels. Merci beaucoup Morgane Joulou pour tous ces précieux conseils. Peut-être qu'on va prendre quelques questions sur le live. Alors je ne sais pas s'il y a des questions. On est en léger décalé, donc ils n'ont pas encore vu la phase 2, poser vos questions. Là, c'est des questions. Alors, attendez, hop. Alors bonjour Maël, comment mettre en valeur un parcours atypique? Alors n'hésitez pas à mettre un petit peu plus de détails parce que tout dépend, j'allais dire, du parcours atypique et finalement ce que je vous disais en amont c'est qu'est-ce que vous recherchez comme type de poste et en fonction de comment vous recherchez votre type de poste, ça va être comment vous mettez en musique votre parcours atypique. Donc n'hésitez pas à détailler un petit peu plus et je reviendrai Maël sur votre question. J'ai Orlan. Des conseils en cas de reconversion professionnelle. J'ai un très bon conseil à vous donner, c'est en cas de reconversion professionnelle, en fait, vous avez ce qu'on appelle le compte professionnel de formation, qui est un certain nombre d'heures où vos anciennes entreprises ont pu cotiser là-dessus, qui vous permet de faire des formations, et notamment ce qu'on appelle un bilan de compétences, qui peut être totalement pris en charge, donc qui ne vous coûte pas forcément d'argent, et qui vous permet, avec un coach, de faire un petit peu le bilan de vos compétences, de voir vos aspirations en termes de reconversion professionnelle, quel type de job vous visez, et finalement de comment vous présenter, sur quoi vous développez, est-ce que vous devez faire des formations complémentaires, et vous accompagner tout au long de sa démarche. Donc ça s'appelle un bilan professionnel, un bilan de compétences, et aussi auprès de Pôle emploi, ce sont des choses qu'ils savent très bien mettre en place, donc c'est vraiment le meilleur conseil et pour le préparer en amont. Très étonné d'entendre parler, donc Odd me dit, très étonné d'entendre parler de Viadeo, je ne pensais pas que ce réseau soit encore utilisé par les recruteurs. C'est un bon point. Effectivement, c'est un réseau qui s'est un petit peu plus spécialisé pour les consultants en freelance. Mais donc, on a quand même des recruteurs. Nos recruteurs regardent toujours ça. On a beaucoup de pôles achats dans les grandes entreprises qui vont chercher des consultants en freelance sur ce réseau-là. Donc, c'est un bon point. C'est plutôt maintenant un réseau de contacts de freelance. Donc, les pôles achats sont plus là-dessus et un petit peu moins les recruteurs, mais les recruteurs sont toujours présents là-dessus. Géraldine me dit bonjour, est-ce que Viadeo est vraiment toujours utilisé aujourd'hui versus LinkedIn? Je viens d'y répondre, effectivement, privilégier quand même LinkedIn qui est aujourd'hui vraiment la plateforme, j'ai envie de dire, incontournable sur les réseaux sociaux pour mettre en ligne son CV professionnel. D'autant plus que des sites comme par exemple le site de L'Oréal, mais énormément de boîtes, vous pouvez postuler en un clic en acceptant simplement de partager votre profil LinkedIn. Donc ça vous permet aussi de gagner du temps pour postuler au sein de différentes offres d'emploi. Même je crois que Cadre Emploi, par exemple, l'APEC permet de postuler en un clic en partageant son profil LinkedIn. Donc Maëlle est revenue vers moi avec plus de précision. Je suis chasseuse de tête dans le cinéma. C'est très original et c'est super. Et je cherche des missions dans des milieux
autre que le cinéma, ce que j'ai déjà débuté, merci. Alors, si vous êtes chasseuse de tête, j'allais dire indépendante, je pense que si vous avez envie de vous diversifier, vous allez avoir forcément une grosse expertise sur comment conduire un entretien de recrutement, comment aller chercher les personnes sur les différents réseaux, et je pense que pour le cinéma, vous devez être beaucoup plus experte que la majorité des recruteurs. Je pense que avant de se dire, je vais élargir mon portefeuille et aller toquer à la porte d'autres entreprises pour prodiguer mes services, rapprochez-vous de cabinets de chasse. En fait, je pense que vous n'aurez pas de difficulté. Je ne vais pas en citer volontairement, mais il y a énormément de gros cabinets de chasse sur le marché qui vont vous permettre de vous recruter et finalement j'allais dire, se repositionner sur de la chasse, sur des métiers plus traditionnels, et peut-être que vous épanouirez dans ce cabinet et vous y resterez, ou peut-être que vous déciderez dans un second temps de repartir en freelance là-dessus. Alors bébé, comment expliquer sa volonté de quitter un statut freelance pour un statut CDI ? Là, j'allais dire, moi, pour voir pas mal de freelance, ce que je vois, c'est parfois le syndrome d'être un petit peu seul et de ne pas avoir d'attache, finalement, de vouloir rejoindre une culture d'entreprise. Je pense que c'est ce qu'il faut expliciter aux recruteurs. Le freelance, même s'il intervient au sein des entreprises, mais aujourd'hui avec le Covid, il intervient énormément à distance, c'est envie de rejoindre une entreprise par sa culture. Je pense que nous, ce qu'on apprécie, mais que vont apprécier la grande majorité des recruteurs, c'est j'ai envie de rejoindre l'entreprise qui a des valeurs, ces valeurs-là me correspondent, et j'ai envie d'avoir un parcours de carrière, une construction de parcours de carrière, ce que peut proposer une entreprise, ce qui est plus compliqué forcément quand on est consultant freelance. Donc voilà, rejoindre des collègues, une culture, et au quotidien échanger avec des collègues de bureau, rejoindre l'entreprise par ses valeurs et dire à l'entreprise qu'elle propose des parcours de carrière intéressants. Je pense que ce sont les 3 arguments sur lesquels vous pouvez bâtir votre discours auprès d'un recruteur. J'ai Elisa qui me dit « Vous sentez comment le marché dans le contexte actuel ?» Alors, je ne suis pas analyste ou je ne fais pas partie de cabinets statistiques d'études. Je pense que le marché, on ne va pas se mentir, il est compliqué, notamment pour certains métiers qui nécessitent une présence physique. Il y a une situation économique des entreprises qui est forcément pas simple. Donc, voilà. Je pense que je ne délivrerai pas un grand scoop de dire que le marché du travail est compliqué. Néanmoins, il reste quand même dynamique. Le meilleur conseil, c'est ne baissez pas les bras. En tout cas, chez L'Oréal, nous, on continue de recruter, peut-être un petit peu moins qu'avant, mais on essaie de le faire au maximum parce qu'on est une entreprise française et on a engagé aussi pour les citoyens français. Donc, c'est important pour nous de recruter un maximum de personnes. Et notamment, je pense aussi aux étudiants qui ont des vraies difficultés de trouver des stages, des apprentis, des alternances. Donc, nous, voilà, on fait le maximum pour aider. Moi, le conseil, c'est de ne pas baisser les bras. Ça va prendre du temps, cette situation-là, elle est temporaire. En 2021, on pense que les indicateurs, il y aura un moment où l'économie va reprendre, donc il va y avoir ce moment une accélération. Donc soyez patients, continuez à postuler et voilà, et ça paiera. Alors, Anne-Marie me dit, est-ce qu'il y a un algorithme qui sélectionne des mots-clés sur LinkedIn ? Excellente question, Anne-Marie. J'aurais pu en parler tout à l'heure dans les bonnes pratiques LinkedIn. LinkedIn, il y a un moteur de recherche et quand on tape par exemple ressources humaines, il y a comme sur Google des personnes qui apparaissent au début des résultats et à la fin. Donc il y a un algorithme derrière qui va définir le numéro de placement des différentes personnes. Et comment on peut, j'allais dire, biaiser cet algorithme ? C'est dans la description de vos missions. Mettez des mots-clés que l'on va retrouver dans votre description de poste, dans votre titre de poste, dans le résumé que vous pouvez mettre en haut de votre profil, dans votre diplôme, si vous mettez ressources humaines, directeur des ressources humaines si me concerne, dans ma présentation, dans mon descriptif de poste, dans plusieurs mots-clés, mathématiquement, ça va me faire remonter, l'algorithme va me faire remonter en haut des résultats. Donc c'est extrêmement intéressant, il y a pas mal de tuto, j'allais dire sur YouTube, qui explique comment travailler finalement ce référencement sur les réseaux sociaux pour revenir en haut de la recherche auprès des recruteurs. Amélie me dit « Bonjour, pensez-vous que le badge Open to Work sur LinkedIn est utile ou au contraire à l'effet inverse de celui recherché ? Certains recruteurs disent qu'il ne faut pas dire explicitement que l'on est en recherche dans son titre de profil. »
c'est quelque chose de très personnel parce que la fonction du recruteur, en fait, c'est, j'allais dire, je pense que deux recruteurs ne conduisent pas totalement un entretien de la même manière. Moi, je n'ai pas de conseils à vous donner là-dessus. Je pense que si vous êtes en recherche d'emploi, ne le mettez pas dans le titre en recherche d'emploi, parce que ce que je disais précédemment sur l'algorithme, en recherche d'emploi, ça ne va pas aider quelqu'un, si vous travaillez dans la finance, ça ne va pas vous aider à remonter dans les résultats. Donc mettrez votre poste, peut-être dans la description de mettre recherche d'emploi, mais c'est plus dans mettez en avant votre CV, mettez peut-être dans la description que vous êtes en recherche d'emploi et avec le badge Open to Work, mais en aucun cas de le mettre dans le titre parce que tout simplement ça va vous desservir dans les recherches des recruteurs quand ils vont taper des mots-clés liés à votre fonction. Virginie me dit « LinkedIn est ultra utilisé. Est-il conseillé lorsque l'on est en poste de laisser son profil en accès recrutement ouvert ?» Oui, parce que je ne devrais pas dire ça parce que je pense à mes collaborateurs L'Oréal, mais moi je trouve qu'il faut toujours laisser son profil LinkedIn ouvert parce que il n'a pas que vocation à chercher un emploi. Moi, j'apprécie parce que j'ai des personnes qui peuvent me solliciter aussi pour contribuer à des forums, à des événements. Donc, ce que je vous disais tout à l'heure, aller après sur des colloques de manière physique, c'est hyper important. Donc, on peut vous solliciter sur d'autres choses qu'une recherche d'emploi. Et après aussi... Voilà, je devrais peut-être pas dire ça, mais il faut se laisser séduire par un recruteur qui va venir vous solliciter par une offre de poste inespérée dans l'entreprise dont vous avez toujours rêvé de travailler. Donc laissez ce profil public à la vue des recruteurs, mais une fois de plus, il faut être à l'aise avec ça. C'est qu'un conseil que je vous donne et libre à vous de choisir. Katia me dit « J'ai un parcours dans le business développement et en parallèle une implication dans l'égalité des chances et la promotion de la diversité. Au travers de mon application dans le tissu associatif, comment rejoindre L'Oréal en transposant ses compétences ?» Alors, comment rejoindre L'Oréal ? J'allais dire, d'abord, il faut qu'il y ait une offre de poste dans le business développement et on peut en avoir. Donc, je vous invite à consulter notre site carrière. Et après, finalement, de le mettre dans votre profil LinkedIn, votre implication sur l'égalité des chances et la promotion de la diversité, ce que vous faites, est-ce que vous travaillez dans une association, est-ce que vous intervenez dans des colloques, dans des forums, voilà, donc mettez-le sur votre profil LinkedIn. Si vous avez des vidéos de vous sur YouTube qui fait ça, n'hésitez pas aussi à mettre les liens sur le réseau social, sur vos réseaux sociaux professionnels, mettez-le dans votre CV. Donc une fois que vous avez postulé ou à l'offre, évidemment le recruteur va assez naturellement vous poser ces questions et on va dire quand même 80%, 90% de l'entretien va être basé sur vos compétences professionnelles, mais à profil équivalent avec quelqu'un qui aura les mêmes compétences, nous, ça, j'en suis à titre personnel, moi, très sensible. Donc, c'est le petit plus qui fera peut-être qu'à deux profils équivalents, vous passerez devant un autre candidat. En tout cas, bravo pour votre engagement sociétal, c'est super appréciable. Géraldine me dit... Pour LinkedIn, initialement tourné vers l'international, nos profils étaient en anglais. Est-ce à maintenir ou à corriger pour passer aujourd'hui en français ? Très bonne question. En fait, si vous regardez dans les options LinkedIn, vous pouvez choisir anglais ou français. Tout dépend. Si vous ne cherchez pas un job à l'international ou une fonction dans laquelle vous allez parler en anglais au quotidien ou de manière assez fréquente, privilégiez plutôt le CV en français. Maintenant, si vous recherchez un job à l'international ou un job avec des contacts à l'international, le meilleur conseil pour moi est de le paramétrer en français et de le faire en français, le paramétrer en anglais et de le faire en anglais. Et voilà, mais c'est plutôt par rapport, une fois de plus, au job sur lequel vous avez envie de vous positionner, de décider de mettre en avant la version française ou la version anglaise de LinkedIn. En tout cas, un recruteur peut switcher anglais-français quand il regarde votre profil. Donc le meilleur conseil par rapport à votre question, c'est de mettre les deux. Nina me dit « Bonjour, est-il plus simple d'obtenir une expatriation depuis la France ou d'être recruté directement par une filiale ?» Alors, on va vraiment sur des sujets un petit peu techniques qui sortent du cadre. J'ai envie de dire, en fait, tout dépend de l'offre de poste. C'est-à-dire que chez L'Oréal,
on a des opportunités à l'étranger, mais on le met assez naturellement dans l'offre de poste, en donnant le lieu de travail, que ça soit en Afrique, aux États-Unis, en Asie, enfin peu importe sur la planète, donc on le met. Donc j'allais dire, postuler à cette offre-là, et l'offre, dans le descriptif de l'offre, généralement il y a marqué si c'est un contrat local ou si c'est un contrat en expatriation. Le deuxième conseil, c'est qu'on le voit aussi sur l'offre, si le recruteur est basé aux États-Unis, a priori, vous aurez un contrat local parce qu'il n'a pas prévu de vous faire un contrat d'expatriation en France. Donc voilà, il vous proposera plutôt ça, et après il y aura toute la notion de titre de séjour, titre de travail à avoir pour être autorisé à travailler dans le pays. Mais une fois de plus, c'est plutôt vu sur l'offre, donc il n'y a pas de meilleur conseil de est-ce qu'il faut être à l'international ou en France. Alors j'ai Odd qui me dit quels seraient vos conseils pour les seniors et pour la recherche de poste pour la recherche de poste de direction cadre supérieur. Mon parcours est dans la formation professionnelle en grands groupes internationaux. C'est une très bonne question, Odd. Il y a un vrai sujet sur l'emploi des seniors sur le marché français, même les politiques s'en emparent. Moi, j'ai pas de conseil là-dessus parce que nous, on est tout à fait à l'aise, en tout cas chez L'Oréal, et pour avoir travaillé dans d'autres grands groupes, de recruter des profils seniors parce que il y a une vraie expertise, il y a un vrai parcours. Moi, j'ai envie de dire, il y a une histoire à raconter. Donc, en fait, c'est pas parce qu'on a 35, 40 ans d'expérience professionnelle qu'il faut en parler pendant des heures. Je pense qu'il faut mettre en avant les points saillants. Et moi, ce que j'aime bien dans des profils seniors, quand je les rencontre, c'est la dimension de transmission. Par exemple, sur nos équipes marketing, j'ai plutôt des jeunes diplômés entre 0 et 7-8 ans d'expérience. Et pour moi, c'est très important quand je vois quelqu'un avec une forte seniorité d'avoir cette envie de transmettre, cette envie de former les plus juniors. Je pense que c'est un vrai plus. Mais une fois de plus... j'ai pas de conseils à vous donner. Enfin, j'allais dire, vous avez un parcours, il faut le mettre en valeur. Vous avez un profil solide, donc voilà, il faut apprendre à très bien le raconter. Très bien. Alors, une dernière question peut-être de Julie. Comment faire la différence sur une candidature simplifiée LinkedIn face à des centaines de concurrents ? Alors je suis assez d'accord parce que moi je suis toujours impressionné de voir quand on voit une offre de poste, ça peut même faire peur à un candidat. J'ai 300, on voit qu'il y a 300 candidats sur l'offre de poste. Le meilleur conseil, c'est de faire confiance au recruteur, c'est-à-dire qu'un recruteur passe en moyenne 45 secondes, ce que je vous disais tout à l'heure, sur un CV. Donc pourquoi il fait ça ? Parce qu'il va très vite et il a envie de traiter tout le monde. Donc, il prendra les meilleures candidatures. Essayez vraiment de travailler votre CV pour qu'il soit beaucoup plus percutant, c'est-à-dire un titre explicite, 2 lignes qui vont résumer ça. Mettez toujours, c'est pas obligatoire, mais moi je le conseille, et même il y a des statistiques qui le prouvent, que je crois que c'est LinkedIn d'ailleurs qui pose cette statistique, vous avez 70% de plus de chances d'être vu par un recruteur quand vous mettez une photo sur le CV. Alors il y a des débats là-dessus aussi, mais je pense que la photo doit permettre aussi, avec un sourire, etc., d'humaniser le CV. Donc voilà, préparez-le bien, mettez des choses, une fois de plus, liées d'autres engagements, etc., et c'est ça qui fera la différence sur votre candidature. Écoutez, je crois qu'on a fait le tour de toutes les questions. En tout cas, un énorme merci pour ces nombreuses questions et je suis ravi d'avoir pu y répondre. J'espère que ce que je vous ai dit vous avez été utile. J'aurais aimé évidemment de vous voir toutes en présentiel et répondre à vos questions. Le contexte est un peu particulier. En tout cas, je vous remercie à toutes et à tous s'il y avait des messieurs aussi présents parmi nous. Je vous souhaite une excellente journée et prenez plaisir à voir les prochains webinars sur la plateforme. Bonne journée à tous.